Bien, rebonjour à toutes et tous. J'ai l'opportunité à mon tour de présenter certains aspects qui nous tiennent à cœur chez Vertical M2M. Et comme vous l'aurez noté dans le cadre de l'organisation de cet événement IoT des France, le sous-titre c'est Positive Impact. Impact positif, c'est vraiment une des préoccupations que nous avons. Et peut-être en quelques mots, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire au début de la journée, présenter ce que fait Vertical M2M et quel est notre rôle ou quel est le rôle qu'on essaye de se donner aujourd'hui ou d'avoir au sein de l'écosystème IoT. Alors, pour commencer, on a souhaité depuis de nombreuses années, puisque ça fait maintenant 15 ans que nous travaillons dans le domaine de l'IoT, donc on peut se targuer d'avoir une certaine expérience dans ce domaine, et on a aussi eu à cœur de développer une expertise dans l'IoT, une expertise technique. On a travaillé très tôt avec les acteurs de la LoRa Alliance et avec les technologies LoRa. On a travaillé aussi avec Sigfox. On a travaillé ensuite, donc ça c'était dans les années 2015-2016. Et puis on s'est intéressé aussi parce on a une démarche agnostique qui est aussi une des qualités appréciées de nos partenaires et clients et de l'écosystème. C'est justement une vision assez objective des technologies, des cas d'usage et de la manière de les mettre en œuvre. On a aussi évidemment contribué et travaillé sur les technologies cellulaires. Très tôt sur la 5G, puisqu'on a travaillé sur des projets de recherche dans la 5G dès 2017, qui nous ont fait évoluer en termes d'architecture et de solutions techniques, mais aussi dans le domaine donc des technologies LP WAN, donc Narrowband IoT, LTE-M, qui sont des alternatives, qui ne sont pas des technologies nécessairement concurrentes à Sigfox ou LoRa, mais qui sont des compléments et qui couvrent des segments de marché qui peuvent être différents. Et donc c'est tout cet écosystème, plus d'autres technologies que je ne cite pas là, comme le satellite, comme les technologies filaires, comme des technologies même de bus, qui sont intéressantes et qu'on a essayé de développer, sur lesquelles on a essayé de développer une expertise. Et puis en parallèle de ça, parce qu'évidemment, l'IoT, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye d'organiser dans cette logique d'événements IoT Day, il y a des thématiques différentes parce qu'il y a plein de secteurs d'activité, il y a plein de domaines. L'objectif c'est de rester utile, et dans les domaines où l'IoT est particulièrement utile, il y a les domaines de la ville, des territoires. Donc il y a le domaine de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, et il y a le domaine des bâtiments. Et donc en fait sur ces trois domaines-là notamment, pas uniquement, pas exclusivement, mais on a essayé de rejoindre et de participer à des différentes associations, pôles de compétitivité comme France Water Team, plus récemment la Smart Building Alliance qui nous soutient dans le cadre de cet événement, et puis également d'autres clusters auxquels on appartient. Et ça nous permet de nous positionner comme un acteur engagé dans le domaine de l'IoT, avec une approche qui peut être intéressante parce qu'en fait, on essaye d'apporter à la fois une logique. Alors bien sûr, notre métier, nous, on est éditeur de logiciels. On fournit une plateforme IoT qui va de l'intégration des objets jusqu'aux applications métiers. On développe également des solutions métiers et des cas d'usage spécifiques aujourd'hui de plus en plus, et j'y reviendrai juste après. Mais on a aussi un rôle d'ensemblier, d'orchestrateur, où on essaye en tout cas d'accompagner. On ne se substitue pas à des intégrateurs comme Atos ou d'autres types d'intégrateurs, ce n'est pas notre métier. En revanche, on a une compétence et un savoir-faire qui font qu'on est capable finalement d'aider à sourcer les bons capteurs, les bons produits, la bonne chaîne de valeur, la partie éventuellement connectivité, que ce soit du privé ou du public, puisque les différentes solutions existent pour connecter vos objets dans le cadre de solutions, notamment dans le cadre de projets dans l'environnement ou l'énergie. Et au final, être capable également d'apporter des briques à valeur ajoutée sur la partie métier, voire même fournir des cas d'usage dans un certain nombre de cas. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on apporte notre pierre à l'édifice de l'IoT en France et aussi à l'étranger, puisqu'on a aussi des clients dans une quinzaine de pays. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider à dynamiser et à faire savoir, faire connaître les solutions et les possibilités offertes par l'IoT, et notamment sur des thématiques qui sont de plus en plus importantes et qui sont au cœur de l'actualité cette année avec les sujets liés
de fin d'année, décret tertiaire, décret Bax, loi Bax, et puis après, on va dire tout récemment, le plan eau, on voit effectivement l'importance de ces thématiques dans l'appréciation finalement des projets, et l'IoT y prend sa place de plus en plus. Alors, évidemment, l'IoT, c'est un levier de la transition énergétique. Il a été déjà question durant cette matinée, et je pense qu'il en sera encore question cet après-midi, de l'importance que peut avoir l'IoT comme vecteur de la transition énergétique, parce qu'on peut faire de la télérelève, parce qu'on peut faire du pilotage, parce qu'on peut mettre en place des indicateurs qui permettent de réellement suivre la performance d'un bâtiment. Évidemment, on ne parle pas de l'enveloppe, mais on parle de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment et de la manière dont on peut finalement réduire les flux sans altérer la qualité du bâtiment, sans altérer le confort de ses occupants. Et puis aussi tous les aspects anomalies qui a été évoqué également ce matin, toute la détection d'anomalies qui est un sujet particulièrement important. Et donc ça, ce sont des thèmes que l'IoT apporte ou auxquels l'IoT apporte des réponses particulièrement intéressantes. Évidemment, en fait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'économie, d'énergie durable, c'est qu'on peut difficilement finalement envisager de parler d'économie d'énergie sans parler d'environnement, et l'inverse est également vrai. On a de nombreux exemples, et je pense que ça a été cité aussi ce matin, de cas d'utilisation où en fait, par exemple, les capteurs de qualité de l'air qui sont installés, qui sont souvent des équipements dotés de différents types de mesures, notamment de la température, de l'humidité, souvent en dehors de la mesure de taux de CO2. Ça permet en fait évidemment aussi de respecter d'autres conditions liées finalement l'environnement, à la logique énergétique du bâtiment, à la mesure de la performance énergétique et au respect de consignes, puisque là on avait cette année effectivement des consignes spécifiques liées à la crise énergétique, donc sur des températures de consigne, par exemple dans des écoles avec des températures de l'ordre de 19 degrés, etc. Donc on avait ce genre de sujets qui peuvent être effectivement imbriqués. Environnement et énergie font souvent très bon ménage en réalité. On a aussi évidemment toutes les notions liées aux données météo, puisqu'il est intéressant d'avoir les informations de météo extérieure d'un bâtiment, de température extérieure, non seulement pour calculer des paramètres comme les degrés jour unifiés, mais aussi pour d'autres informations qui vont améliorer le confort dans le bâtiment, tout en diminuant finalement la consommation. Et évidemment les paramètres de confort dans l'environnement qui vont avoir un impact également, puisqu'on peut, dans des salles de réunion, en fonction des taux de CO2, d'éléments de présence, etc. On peut également conditionner des comportements du bâtiment et des comportements de consommation d'énergie finalement en éteignant des salles, etc. Bon, l'énergie, c'est aussi quelque chose qui est au service de l'environnement. Par exemple, quand on gère un réseau d'eau, en fait, on a aussi besoin d'énergie, parce qu'évidemment, les pompes de relevage, elles ne fonctionnent pas toutes seules. On a besoin d'énergie pour les ouvrages hydrauliques, on a besoin d'énergie un peu partout. Et donc, finalement, les thématiques environnementales, quand on parle, par exemple, de la gestion des réseaux d'eau, la diminution des pertes sur les réseaux, pas uniquement au niveau des abonnés, mais au niveau des réseaux, il y a des questions qui se posent, et l'IoT va intervenir avec des aspects énergétiques dans la mise en place de solutions pour les réseaux d'eau, par exemple, mais aussi, évidemment, la question environnementale, elle est nativement et naturellement traitée avec la production d'énergie renouvelable, que ce soit dans le photovoltaïque, que ce soit en géothermie, que ce soit en éolien, et donc on a évidemment une imbrication très forte entre les thématiques environnementales et énergétiques, et c'est aussi pour ça qu'on parle dans cette thématique du jour à la fois des questions environnementales, comme ça a été évoqué juste avant par la Solideo, et des questions énergétiques, encore une fois. Alors nous, dans ce panorama et dans ces sujets qui sont vraiment des sujets et des enjeux importants, actuels mais aussi long terme, parce qu'on sait que c'est des enjeux qui vont perdurer. On sait très bien que l'énergie ne redeviendra plus aussi peu chère qu'avant, comme elle l'était en France et comme on l'a connu. On sait que l'eau va devenir de plus en plus une ressource. On parle de stress hydrique, on n'y est pas encore en France, on a cette chance, peut-être dans certaines zones, mais on sait qu'on va avoir de toute façon des conditions d'utilisation vertueuse de ces ressources. Et donc, dans ce contexte-là, on a essayé, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice
en proposant des solutions et en mettant en place des solutions qui sont évidemment qui s'appuient sur notre plateforme qui s'appelle Common Sense IoT Platform et qui cherchent à apporter, alors que ça peut être en marque blanche ou ça peut être de manière directe, mais qui peuvent apporter, on va dire, des moyens d'améliorer cette efficacité énergétique et de diminuer finalement la charge environnementale. Donc l'offre Smart Building, qui est une offre pour la gestion des bâtiments connectés, une offre liée à la qualité de l'air, intérieur ou extérieur, une offre pour la gestion des réseaux d'eau et une offre pour l'irrigation connectée qui est plus récente. Donc pour parler rapidement de l'offre liée au bâtiment, CS Smart Building, l'objectif en fait c'est d'apporter, en fait on s'appuie sur un savoir-faire puisqu'on a un catalogue de plus de 400 produits IoT connectés dont une grande partie sont déjà des produits qui sont utilisés pour du suivi multifluide, que ce soit de la consommation d'eau, de gaz, d'électricité, consommation de la consommation calorifique, on va dire aussi, mais aussi tout un tas de paramètres de confort dans le bâtiment. Et tous ces éléments-là, plus du pilotage, permettent en fait d'envisager par différentes strates et par différentes stratégies d'amener progressivement depuis un point de référence jusqu'à un pilotage actif d'équipements dans le bâtiment, les centrales de traitement de l'air, la chaudière, etc., d'amener progressivement des économies et une stratégie d'économie d'énergie avec des plans d'action énergétiques associés. Donc il y a un panel assez large de fonctionnalités et de capacités, depuis la télérelève simple des compteurs existants qui sont déjà connectés dans les bâtiments, jusqu'à des fonctionnalités supplémentaires. Et tout ça peut s'intégrer évidemment avec des fonctions métiers supplémentaires qui peuvent être ajoutées par les bureaux d'études, par les acteurs métiers spécialisés dans l'énergie notamment. Deuxième approche et deuxième offre, une offre sur la qualité de l'air. Donc évidemment, on l'a un peu oublié, ou on est en train de l'oublier, mais on est en 2023. On a vécu il n'y a pas longtemps le Covid. On a vécu toutes les complications et finalement la prise de conscience de l'importance de mesurer la qualité de l'air ou d'avoir une qualité d'air en intérieur et en extérieur. Bon, dans l'extérieur, on avait déjà des pratiques qui existaient puisque il y a par exemple Air Paris en région parisienne, il y a un certain nombre d'acteurs et on a déjà pris conscience des problèmes de pollution extérieure, mais comme on sait tous qu'on passe beaucoup plus de temps dans les bâtiments qu'à l'extérieur, effectivement, suite effectivement, au long épisode Covid, on a tous pris conscience de l'importance de mesurer cette qualité de l'air, et donc avec différents indices, comme l'indice Icône, un indice de confinement de la qualité de l'air, donc qui a été beaucoup d'ailleurs maintenant mis en place. Par exemple, on a les écoles de Lambersart, par exemple, qui ont mis en place à la fois de la mesure du suivi de température de consigne, mais aussi de la mesure de qualité de l'air. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir commencer à apporter des réponses à la fois aux citoyens, mais aussi à l'ensemble de l'écosystème sur la manière dont on a, on va dire, dont les écoles vivent et dont les bâtiments ouverts au public, qui sont amenés à accueillir du public, peuvent se comporter. Donc c'est un premier axe. Ensuite, on a également la possibilité, donc on a ces mêmes thématiques évidemment qui existent dans l'habitat, puisque il y a des cas également dans des sujets avec des bailleurs sociaux qui peuvent avoir des problématiques de rénovation et devoir finalement démontrer à leurs occupants qu'ils n'altèrent pas la qualité de l'air ou les conditions, on va dire, de confort ou les conditions environnementales auxquelles les habitants ou les occupants étaient soumis avant ces rénovations. Donc ça, c'est un autre axe. Et puis vous avez aussi, dans les bureaux évidemment, cette tendance qui s'est développée pour rassurer les utilisateurs et les occupants, les employés, mais aussi pour garantir une qualité sanitaire suffisante. Et enfin, dans les sites industriels, on a des applications, notamment dans des domaines contraints, où la qualité de l'air est un élément important. Je pense par exemple à des domaines comme la food tech, où on a des clients qui commencent à développer de plus en plus et déployer des centaines de capteurs de CO2 dans des sites sur lesquels ils peuvent faire de l'élevage spécifique, et donc ils peuvent avoir besoin d'avoir cette mesure de qualité de l'air. Donc on a un certain nombre d'outils à disposition, l'indice ATMO pour l'extérieur, les indices Icône ou Aeroscore pour l'intérieur, et avec des possibilités d'avoir une solution globale pour gérer de 1 à plusieurs milliers de sites sur un même parc.
Autre aspect important sur lequel on travaille également depuis quelques temps, c'est évidemment la problématique de la gestion finalement et des réseaux d'eau qui va, on va dire, depuis la production ou la partie traitement, retraitement de l'eau, donc que ce soit dans la partie eau potable ou dans la partie eau brute. Donc dans la partie eau potable, il va y avoir la partie tout ce qui est station de traitement de l'eau, avec les ouvrages associés éventuellement, sur lesquels il y a des équipements à superviser, à contrôler, avec une maintenance prédictive potentielle. Et puis ensuite, sur le réseau lui-même, on en a parlé, je pense qu'il en a été question, et il en sera sans doute peut-être question après. On a le sujet des fuites, des pertes dans les réseaux. On sait qu'il y a des taux relativement importants, de 20-25% dans les réseaux d'eau. Et donc là, on a besoin de détecter le pourquoi. Donc il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il y a des protections cathodiques pour détecter, par exemple, des conduits qui sont altérés, qui sont érodés. On a aussi d'autres types des capteurs de pression, parce qu'on peut avoir des zones de pression qui sont variables dans le réseau. On a besoin de monitorer ça. Et puis après, on peut aller jusqu'à l'abonné avec de la télérelève, de compteurs qui va permettre d'éduquer, de sensibiliser et d'amener potentiellement à économiser l'eau consommée par chacun. Et donc c'est sur l'ensemble de la chaîne qu'on va pouvoir agir, notamment aujourd'hui dans le cadre du plan eau, mais même auparavant, avant d'être dans ce contexte-là. Et puis enfin, dernière offre récente sur laquelle on travaille, qui est une offre de gestion de l'irrigation intelligente. L'objectif ici est de pouvoir apporter des solutions dans le cadre à la fois, on va dire, des espaces verts, mais aussi de l'irrigation dans l'agriculture. Donc l'espace vert pour les villes, les territoires qui vont avoir un grand nombre de parcs et jardins, et pour lesquels elles vont avoir besoin finalement d'optimiser la consommation d'eau, parce qu'aujourd'hui finalement il va y avoir une programmation qui va se faire au niveau des systèmes d'arrosage et qui va être, on va dire, intrinsèque, qui va être défini de manière statique. Là, l'idée, c'est de pouvoir associer ça avec des capteurs d'humidité des sols, avec des données météo. Et effectivement, si on sait qu'il va y avoir de la pluie un peu plus tard, peut-être qu'on a moins besoin d'arroser. Et puis, si le sol est encore humide, on n'a peut-être pas besoin d'arroser de la même manière. Donc, on peut aussi mieux doser finalement la quantité d'eau qui va servir à l'arrosage, et donc on va faire des économies, on va apporter finalement une réponse environnementale intéressante et pertinente dans ces territoires, et on va pouvoir de cette manière, c'est vrai aussi pour l'agriculture, où on va pouvoir, là ce sera peut-être un peu plus sensible, c'est plus du goutte à goutte et éventuellement même de l'agriculture spécifique, mais on va pouvoir là aussi faire un dosage extrêmement précis d'eau à apporter à tel ou tel type d'exploitation. Et donc là encore, il y a des possibilités d'avoir une solution globale sur des thématiques qui peuvent être liées au plan eau, évidemment, mais qui ne sont pas exclusivement liées au plan eau, qui sont liées simplement à une optimisation de la consommation et une optimisation de l'utilisation de ressources. Voilà ce que j'avais à présenter de mon côté. Je suis à votre disposition, évidemment, s'il y a des questions, et je suis de toute façon à votre disposition toute la fin de l'après-midi pour échanger sur ces différents sujets. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des indices sur le marché français aujourd'hui dans l'IoT? Vous, Vertical M2M, vous êtes positionné à la fois comme assemblier ou ensemblier. Vous travaillez donc avec différents fabricants, différentes technologies, différents opérateurs. À ton idée, quelle est un petit peu la taille du marché IoT en France en termes de chiffre d'affaires? Et si on peut avoir un peu un indice sur annuellement pour Vertical M2M, quel est le chiffre d'affaires que vous faites par année sur l'IoT? Ok, alors effectivement, donc c'est deux questions différentes. En fait, il y en a une sur le marché global. C'est difficile aujourd'hui de quantifier toute l'activité qui peut être menée dans l'IoT, parce qu'effectivement, tu as énormément de verticaux. On a autant de verticaux qu'il y a finalement de
autant de verticaux IoT qu'il y a d'activités industrielles. Et donc, sur chaque segment, sur un segment comme l'énergie, t'as donné, par exemple, on a donné des exemples. Est-ce qu'on met, par exemple, dans ces thématiques-là, des sujets comme Linky, auquel cas on arrive à des chiffres d'affaires colossaux? Est-ce qu'on met Gaspard? Est-ce qu'on met ou des sujets comme Veolia que tu as évoqué tout à l'heure? Donc qu'est-ce qu'on met en fait? Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans cette question de l'IoT? Je pense que ce qui se passe, alors moi, à notre niveau, on est encore une petite structure. On a une vision, on va dire en tout cas, de l'IoT qui est de plus en plus, qui rentre de plus en plus qui est une partie d'un projet plus global, on va dire. Un projet au service de la performance, qui peut être la performance environnementale, énergétique, performance industrielle. Et l'IoT devient un composant de cette chaîne de valeur. C'est-à-dire que quand j'ai représenté tout à l'heure une chaîne de valeur IoT, en réalité, on pourrait rajouter et développer davantage la partie qui était à droite sur la partie application, parce qu'une fois qu'on a fait l'application métier, on a encore des composants supplémentaires qui viennent s'ajouter et qui donnent, on va dire, une vision d'ensemble de ce qu'est, de la manière dont l'IoT est en train de muter en quelque sorte. Et donc, on a la partie, on va avoir des applications, on peut avoir de l'intelligence artificielle, on va avoir des applications métiers qui sont plus globales, on va avoir des ERP, on va avoir tout un tas de choses, on va dire, et ça s'intègre. Là, ce que je dis, c'est dans des domaines comme l'énergie ou l'environnement, mais dans des domaines industriels, on aura, on va dire, l'IoT qui va s'intégrer à des sujets liés à la robotique, les drones, enfin, des domaines de plus en plus complexes, finalement. Et donc, toute la difficulté, c'est de pouvoir quantifier ça de manière claire. Donc, nous, on est un modeste acteur de ce marché, donc on a une taille qui est suffisamment modeste pour avoir rien à voir avec ces chiffres énormes dont je suis en train de parler. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant de pouvoir, justement, sur le sujet énergie-environnement, je pense qu'il y a un vrai levier aujourd'hui pour l'IoT et pour le développement, non seulement des objets, mais aussi de la visibilité des cas d'usage qu'apporte l'IoT. Parce que pendant longtemps, on s'est plaint, en tant qu'acteur de l'IoT, ou tout l'écosystème d'ailleurs, on s'est plaint d'avoir du mal, de parler de POC, etc. Aujourd'hui, je pense que sur ces sujets-là, les utilisateurs, alors, ils sont dans une démarche active, qui n'est plus une démarche de POC, qui est une démarche de faire des projets avec des objectifs de performance, des objectifs de résultats. Et donc, on rentre sur des dynamiques où on a plus facilement des utilisateurs qui veulent déployer des quantités importantes de capteurs pour des résultats qui sont eux aussi quantifiables et concrets immédiatement. Ça, c'est mon interprétation.